Bonjour à tous, nouveau débat de la bourse au quotidien. Nous allons parler économie, nous allons parler marché financier, nous allons parler crack obligataire, nous allons parler de Donald Trump. Bref, je suis avec Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour Eric. Alors, le premier thème, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La bourse de Paris cette semaine avec quand même un petit paradoxe. Le VIX, l'indice de la volatilité est au plus bas autour de 10. Et pourtant, les incertitudes politiques sont légion dans le monde. Alors, comment expliques-tu cela, mon cher Philippe ? Alors, le VIX au plus bas, là, on a affaire à un phénomène qui est technique. Le VIX, on peut le manipuler. Ce sont des dérivés. À partir du moment où on a un symétrique qui est un indice qui s'inscrit dans un canal ascendant quasiment irréversible, le VIX suit mécaniquement. Enfin, ça prouve simplement que ni le VIX ni les actions ne reflètent aucune sorte de risque ou aucune sorte de bémol concernant la conjoncture, tout simplement. Alors, la conjoncture, justement, cette semaine, encore beaucoup de Trumperies. Alors, Donald Trump a promis hier une sensationnelle baisse des impôts avec des termes dithyrambiques, baisse des impôts sur les entreprises, baisse des impôts sur les ménages. Je rappelle qu'on s'était un peu inquiété les semaines précédentes, Philippe, sur le fait que Trump parlait un petit peu trop du protectionnisme et pas assez des baisses d'impôts. Rappelons que le taux d'impôt sur les entreprises aux États-Unis, c'est 35%. Il pourrait être réduit à 15%. On serait dans le même état d'esprit qu'en 1980, quand Ronald Reagan avait fait la fameuse Reaganomics, c'est-à-dire la fameuse baisse des impôts. Alors, est-ce qu'il est crédible, Donald Trump, sur ce genre de programme ? On a l'impression que les entreprises le suivent, que la bourse le suit, mais est-ce que finalement il y aura un impact pour toi positif sur l'économie ? Moi j'ai le sentiment quand même, de mon point de vue, qu'il aura quand même beaucoup de mal à obtenir les 4,5% de croissance, parce que baisser les impôts c'est important, mais il faut trouver des recettes en face. On a un déficit budgétaire qui représente 2,5% du PIB aux États-Unis. Bref, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Cette baisse de taxes va effectivement tout changer. Pour les small caps, on a vu hier soir le Russell 2000 bondir de 1,5% sur la simple évocation de ce programme fantastique de réduction d'impôts sur lequel il n'a fourni d'ailleurs aucun détail, mais c'est le marché qui a réécrit le script. Alors, je trouve effectivement tout à fait fabuleux qu'on abaisse le taux d'imposition de 33 à 15%. Puisque, en moyenne, les entreprises du S&P 500 payent environ 7% d'impôts. Donc c'est juste que le taux d'impôt qu'ils assument aujourd'hui sera juste de la moitié du taux officiel, alors qu'aujourd'hui il est du 5e. Alors ça change effectivement quelque chose pour les entreprises qui sont sur le sol américain, je ne parle pas de celles qui sont hors sol, et pour qui effectivement la baisse d'impôt peut avoir un impact, mais la plupart ne sont pas cotées, ou certaines sont cotées au Russell 2000, donc hier on a vu que ça a explosé. Donald Trump, évidemment, décrète les baisses d'impôts, il ne peut pas décréter les équilibres budgétaires. Il risque effectivement de faire exploser les déficits sans rien en face. Il espère simplement qu'une croissance à 4,5 permettra ultérieurement d'engranger plus de recettes sur les bénéfices, sur la consommation, etc. Sauf qu'on est déjà en haut de cycle et je ne vois pas très bien comment aujourd'hui on va passer de 2% de croissance à 4,5, sachant que par exemple ces programmes de grands travaux, étant donné qu'il faut un cycle long avant que d'un projet de ligne de métro, de voie de chemin de fer ou de réfection d'une autoroute, il faut 1 à 2 ans avant qu'on donne le premier coup de pioche. Donc si jamais les grands travaux doivent doper l'économie américaine, c'est pas avant 2018. Soulignons également, pour être tout à fait précis sur cette économie américaine, que le déficit commercial américain est ressorti cette semaine, 500 milliards de déficit. C'est un plus haut depuis 2012 avec deux problèmes. Le déficit sur la Chine, on doit être à 250 milliards de dollars, et le déficit sur l'Union européenne, 147 milliards de dollars. C'est pour cela que Trump n'arrête pas de critiquer l'Europe et la Chine en leur disant que leurs monnaies sont totalement sous-évaluées. À noter que sur la Chine, ça semble quand même se réchauffer. Il y a eu des discussions très constructives hier entre Donald Trump et le président chinois. Et aujourd'hui, le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, est avec Donald Trump sur un golf. Et ils vont parler, bien sûr, de toutes les relations stratégiques sur le Japon et sur l'Asie. On va passer maintenant, Philippe, au problème obligataire. Alors cette semaine, énormément de volatilité sur l'obligataire. On avait un taux à 10 ans qui était à 1,10% sur le taux français mercredi. Ça s'est un petit peu détendu jeudi. Ça repart un petit peu à l'hausse aujourd'hui. On n'y comprend rien. On a le sentiment que les investisseurs étrangers jouent à une victoire de Marine Le Pen. Puis ils se disent maintenant que c'est Emmanuel Macron qui va l'emporter. Bref, comment interpréter pour toi, Philippe, cette énorme volatilité quand même sur le marché obligataire ?
Il y a une sorte de momentum haussier sur les taux qui a débuté fin janvier, qui s'est prolongé début février. Alors, il y avait l'incertitude politique en France, mais on voyait bien que les taux se tendaient de façon au moins aussi impressionnante en Espagne, en Italie. Donc là, je pense qu'il y a surtout un sujet, d'abord, de mauvaise dette. Le déficit espagnol se creuse à nouveau, enfin le déficit budgétaire. En Italie, on est sur des sommets stratosphériques de créances douteuses. En France, on ne va pas se demander maintenant si la France remboursera ou remboursera pas ses dettes, mais simplement, effectivement, la petite incertitude que fait naître des doutes sur la candidature ou la non-candidature de François Fillon. Quel est le programme d'Emmanuel Macron? Personne ne le sait. Finalement, la seule personne qui aujourd'hui a l'air d'avoir déjà tout mis sur la table, c'était Marine Le Pen. Et les observateurs étrangers qui ne connaissent pas bien les rapports de force politique en France se disent on a déjà vu des surprises avec le Brexit, avec Trump, pourquoi pas une Marine Le Pen qui mobiliserait sur la thématique souverainiste, etc., puisque ça a tellement bien marché en Angleterre, et c'est vrai que c'est quand même la souveraineté qui a fait voter le Brexit, et l'élection de Trump, j'en parle pas. Alors maintenant, les taux se tendent, et puis d'un seul coup, depuis mardi, ils se détendent. Et c'est même spectaculaire, puisque sur l'OAT, on est passé de 12, de 14 à 1,97 en 3 jours, et le... 0,97. 0,97 en... 1,12 à 0,97. 15 points. Et ça se fait, le mouvement s'enclenche mercredi, et mercredi, il n'y a aucun chiffre, ni en Europe, ni aux États-Unis, aucune déclaration d'un banquier central, même pas de Trumperie, de tweets vengeurs ou assassins, et d'un seul coup, le contre-pied s'enclenche. Voilà, je pense que c'est d'abord un contre-pied. Il y avait trop de shorts sur les OAT, sur les BTP italiens, sur les bonos espagnols, et c'était merveilleux de faire courir tout ce petit monde qui était tous dans le même sens depuis une dizaine de jours, et puis d'un seul coup, on a tout retourné. Et il a fallu rien. Il n'y a pas eu d'éclaircissement du climat politique en France. On n'a pas d'un seul coup relativisé les tensions inflationnistes. Et on se retrouve, effectivement, on revient à case départ où on était il y a 15 jours. Précisons quand même qu'il semblerait que les investisseurs internationaux se disent que finalement, dans tous les cas de figure, Marine Le Pen est perdante, que ce soit contre François Fillon et contre Emmanuel Macron, et que mercredi, il y aurait une prise de conscience du côté notamment des investisseurs américains qui se disent que finalement, il n'y aura pas de Marine Le Pen comme présidente de la République. C'est l'explication qu'on peut trouver. C'est vrai que mercredi, il n'y a eu aucun chiffre économique d'intéressant de sortie qui a fait que les taux d'intérêt se détendent de cette façon. On va passer maintenant au dernier thème de l'émission. Il est important. Autour des résultats des entreprises, il y en a eu beaucoup cette semaine. Juste un mot avant de commencer. Clap de fin pour Euro Disney qui va sans doute sortir de la bourse. Ça va te rappeler des souvenirs, mon cher Philippe. Sorti à 2 €. Je vous rappelle qu'en 1989, lorsqu'on s'est rencontrés, Philippe et moi, l'introduction en bourse d'Euro Disney avait eu lieu à 12,50 €. On est passé de 12,50 € à 2 € en l'espace de quasiment 30 ans. Donc c'est un cauchemar pour les petits épargnants. Et dire que dans les années 90, on traitait beaucoup sur les options, tu dois t'en rappeler, Euro Disney et Euro Tunnel, il y avait beaucoup de stratégies là-dessus. Donc clap de fin pour Euro Disney. Bien sûr, les petits porteurs doivent apporter leur titre, parce qu'il n'y aura certainement pas de contre-offre, puisque c'est Walt Disney qui rafle tout. Alors cette semaine, juste un mot avant de te laisser parler des banques, assez peu de déception finalement, si ce n'est du côté de Publicis, qui a publié des résultats annuels en perte en raison d'une dépréciation sur Sapient. C'est une charge pour les actifs numériques. Qui est une charge non comptable, en fait, qui a ce qu'on appelle les tests d'impairment, c'est-à-dire que chaque année, on établit les bilans des filiales, et si on se rend compte que la filiale vaut moins que l'année d'avant, eh bien on la déprécie. C'est ce qui est arrivé pour Publicis. On peut penser également que les mauvais résultats de Publicis sont dus à l'arrivée d'Arthur Sadoun, c'est-à-dire que Maurice Lévy a voulu laisser place nette
au nouveau président en chargeant la barque, comme on indique, ou comme est l'expression sur les marchés financiers. Donc, pas trop d'inquiétude sur Publicis, si ce n'est qu'il n'y aura pas beaucoup de croissance organique au premier semestre et que c'est un peu compliqué. Sinon, du côté des autres valeurs, Renault, c'est plutôt une très bonne publication ce matin avec une augmentation de la rentabilité. Rentabilité également au plus haut historique pour L'Oréal, on est à 17,8%. L'Oréal qui va se séparer de Body One et qui souffre un petit peu en bourse parce que le titre est très cher. Enfin, pour être tout à fait complet, et je laisserai pour finir la parole à Philippe sur les banques, Sanofi, très bonne publication cette semaine avec la croissance organique, notamment dans une division qui inquiétait. C'est la division diabète qui se tient bien. Et puis, tu sais Philippe, que le Praluent, qui est un anticholestérol, il y avait une action aux États-Unis pour empêcher la vente de ce Praluent. C'était Amgen qui avait interdit. La justice américaine a indiqué qu'il n'en était pas question. Donc le Praluent est de nouveau en vente aux États-Unis. Il va être vendu dans 15 pays cette année. Ça peut être le futur. C'est vraiment le blockbuster. Ça peut être le futur. Pour l'instant, c'est 130-140 millions d'euros. Ça peut être vraiment le milliard d'euros de chiffre d'affaires dans les prochaines années. Ce qui me fait dire que Sanofi est une valeur qui n'est pas très chère. Ça vaut autour de 12-13 fois en termes de PER. Elle est 20% moins chère que la moyenne de son secteur. C'est l'une de nos grosses recommandations dans la lettre PEA. Et bien sûr, la lettre PEA, je vous recommande de vous y abonner. Alors maintenant, pour finir avec toi, Philippe, on va parler du secteur bancaire, BNP SocGen cette semaine. Quel est ton sentiment finalement? Est-ce que tu as été rassuré et quel est ton sentiment d'un point de vue aussi boursier sur BNP, sur Société Générale, eu égard à ces publications? Des résultats de bonne qualité. Alors, un bénéfice de BNP peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on avait vu en 2013-2014. On avait franchi la barre des 9 milliards. Donc là, on est à 7,5. C'est pas mal. Sur la Générale, 4 milliards. On regarde le produit, notamment de la banque de réseau. On s'aperçoit que le crédit progresse. Alors, beaucoup d'opérations techniques de reconfiguration de prêts immobiliers. Une progression du crédit dit revolving, et ça c'est très beau parce que on fait une marge colossale sur le crédit revolving. Vous savez, c'est le crédit mois après mois, on est sur des 13-15% quand pour des prêts personnels, aujourd'hui on reçoit des propositions à 2,5 pour 10 000, 15 000 euros. Donc le crédit revolving progresse vite. Est-ce que c'est bon signe pour l'économie? Pas sûr. Souvent le crédit revolving, c'est des fins de mois difficiles. Mais enfin, c'est quand même beaucoup de marge. Avec des taux très chers. Et ça fait des marges absolument gigantesques pour les banques. Très bon résultat également, on l'a vu pour Natixis. Très bon résultat également pour Amundi, avec une hausse. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait justement, Philippe, sur ces banques? Est-ce qu'on est acheteur? Moi, j'ai du mal à acheter le secteur bancaire. Alors, moi, je suis assez partagé parce que quand je lis le résultat où j'en parle avec toi, on se dit que là, on est sur des valeurs qui ne se payent fondamentalement pas cher, à condition d'être sûr de ce qu'il y a effectivement dans les banques. Quand on voit Unicredit qui annonce 13,6 milliards de pertes, puisque cette fois-ci, ça y est, ils font une opération vérité sur les pertes qu'ils traînaient depuis des années. Donc, si on a confiance dans le bilan des banques, on peut dire qu'elles ne sont pas chères. Et puis graphiquement, depuis le début de la semaine, je constate, et tous les chartistes l'ont vu aussi, double, triple top sur Société Générale, sur la BNP, sur le Crédit Agricole. Donc tout ça n'est pas très bon. Derrière, une rupture qui survient mardi avec Gap à la baisse. Bon, ça c'était un petit peu l'effet BNP. Donc graphiquement, ça n'a pas une bonne tête, mais fondamentalement, on voit que c'est un secteur qui est quand même un peu ramassé. Hier mercredi, jeudi, aux États-Unis, c'était le secteur bancaire qui tirait la cote quand même, avec des hausses de 1,5 à 2% en moyenne. Donc un secteur qui se tient bien. La perspective des baisses de taxes de Trump, ça, le marché, c'est l'euphorie. Alors maintenant, il y a quand même un bémol, c'est Trump lui-même. C'est Trump lui-même. Avec ce conflit d'intérêts à propos, par exemple, de l'éviction de la ligne de produits d'Ivanka Trump de chez Nordstrom. Là aussi mêle quand même affaires politiques, affaires privées. Kellyanne Conway qui en remet une couche. Et puis finalement, un Trump, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit si vous n'achetez plus les produits d'Ivanka, vous êtes des enfoirés. Et puis, si vous n'allez pas au casino Trump, vous allez perdre tout votre argent. Et puis, si vous allez à l'étranger et que vous ne louez pas vos bureaux dans des Trump Plaza, eh bien, vous êtes des traîtres à l'Amérique. Alors bon, s'il continue comme ça, il risque vraiment d'y avoir un impeachment. Et là, l'incertitude politique, j'y reviens
parce que c'était en fait notre introduction, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est absolument pas reflétée par le marché, qui fait preuve d'une complaisance, à mon avis. On est sous opium monétaire et pour l'instant, on y reste. Juste avant de vous quitter, un mot d'une valeur que j'ai oublié, c'est Accor, recomposition du capital d'Accor. Colony Capital est sorti du capital, sans soubresaut en bourse, il a vendu sa participation sur le marché, et donc le capital est complètement atomisé. On a un groupe chinois qui a 12% du capital qui voudrait monter beaucoup plus haut, on a un fonds du Qatar qui a 10%, on a BlackRock, le célèbre fonds américain, qui a 5%, le fonds souverain de l'Arabie Saoudite qui a 5,5%. Je ne serais pas étonné que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent même, il y ait à un moment ou un autre une OPA sur Accor, qui reste quand même un joyau, qui reste quand même une société très rentable et qui a surtout su se repositionner, notamment en imposant une marque Sofitel, qui fait référence dans le luxe et dans les 5 étoiles. Et maintenant dans l'ultra-luxe, avec ses locations de villas haut de gamme avec services hôteliers. Qui viennent de racheter. Voilà, c'est terminé pour la Bourse au quotidien. Philippe, merci. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Toute la semaine, bien entendu, des textes, des analyses, des recommandations, des vidéos, les miennes, et bien sûr celles de Philippe Béchade, pour vous faire vivre en permanence cette merveilleuse vie des marchés financiers. Voilà, à très bientôt. Salut Philippe.